En juin 2025, un clic discret déplace la valeur africaine. Sans fanfare, sans discours, mais avec un effet immédiat. Pendant près de 80 ans, chaque échange régional acceptait un détour coûteux hors du continent. 19 pays raccourcissent la route et les délais de règlement passent de jour à seconde. Qu'est-ce que cela change pour vos prix, vos marges, vos ruptures de stock, quand Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté économique se mesure aussi par des infrastructures, le temps financier se plie, les intermédiaires reculent et un nouveau rapport de force commence. Cette analyse fait une promesse simple mais exigeante. Expliquer pourquoi un changement technique apparemment discret peut modifier des rapports de force durables en Afrique. Le bénéfice immédiat pour le public tient en peu de mots. Moins de coûts, plus de contrôle, davantage de prévisibilité. Mais derrière cet avantage opérationnel se cache un enjeu plus large qui dépasse la simple efficacité des paiements. Pendant des décennies, le commerce intra-africain a accepté des frais élevés et des délais longs comme un prix inévitable de la stabilité. Ce compromis a façonné les marges des entreprises, les politiques monétaires et même les ambitions régionales. Le rompre ouvre une zone d'incertitude, mais aussi un espace d'opportunité rarement observé à cette échelle. Ce qui est en jeu n'est donc pas seulement l'économie quotidienne, mais la capacité d'un continent à conserver la valeur qu'il produit, à lire ses propres flux et à décider sans dépendre d'infrastructures lointaines. C'est précisément cette frontière, souvent évoquée par des figures comme Ibrahim Traoré, que la suite va examiner. En quelques semaines, des économies potentielles de plusieurs milliards ont été identifiées, et les délais de règlement sont passés de plusieurs jours à quelques secondes. Cette compression du temps financier n'est pas marginale. Elle modifie immédiatement la circulation de la liquidité, la gestion du risque et la capacité à planifier. Derrière ce basculement chiffré, un fait s'impose. Le coût structurel du commerce intra-africain a commencé à chuter. Pour en saisir la portée, il faut revenir au mécanisme longtemps accepté comme normal. Chaque transaction régionale suivait une trajectoire indirecte, quittant le continent pour être compensée ailleurs, puis revenant alourdi de frais et d'exposition aux devises dominantes. Cette architecture, héritée d'un autre âge, rendait invisibles des pertes cumulées tout en donnant à des acteurs extérieurs une vision complète des flux africains. Le contrôle de la monnaie impliquait alors le contrôle de l'information, et donc d'une part du pouvoir. Les chocs récents ont fissuré cette normalité, la pandémie a étiré les délais et révélé la fragilité des chaînes de règlement. Les tensions géopolitiques ont accentué la volatilité des monnaies de référence. Les petites et moyennes entreprises, premières exposées, ont vu leurs marges se contracter sans levier correctif. Dans ce contexte, les banques centrales africaines ont commencé à reposer une question simple. Pourquoi financer les échanges régionaux via des routes que le continent ne maîtrise pas ? C'est dans ces débats techniques, souvent discrets, qu'une ambition plus large a pris forme. Si la souveraineté politique peut être défendue sur la scène publique, pourquoi la souveraineté financière resterait-elle hors de portée ? Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère symbolique, non pour son rôle opérationnel, mais parce qu'il incarne cette interrogation partagée sur l'autonomie réelle. Le doute accumulé s'est transformé en décision collective, et la valeur a cessé de prendre la sortie par défaut. Pour comprendre ce que change réellement une infrastructure financière, il faut quitter les tableaux de bord et suivre ceux qui vivent au plus près des flux. Un négociant de café éthiopien sert ici de fil conducteur. Avant 2025, ces paiements transfrontaliers mettaient parfois jusqu'à 5 jours à se stabiliser. Une part significative de chaque transaction disparaissait en frais et en ajustements de change. Chaque contrat comportait donc une zone d'incertitude qu'il devait intégrer dans ses prix, souvent au détriment de sa compétitivité. Les premières semaines d'utilisation du nouveau réseau ont modifié cette équation. Les règlements se sont effectués en quelques secondes sans détour imposé. La visibilité sur la trésorerie s'est améliorée et les risques liés au calendrier des paiements ont reculé. Ce changement de rythme a eu un effet immédiat. Il a permis de sécuriser des volumes plus importants sans accroître l'exposition financière. Le gain n'est pas seulement monétaire, il est opérationnel et stratégique. Un second cas, observé lors d'un pilote entre le Malawi et la Zambie,
confirment cette dynamique. Des commerçants transfrontaliers, longtemps contraints par des marges étroites, ont pu régler des transactions locales avec des frais nettement réduits. Cette différence, en apparence modeste, a suffi à augmenter la fréquence des échanges et à stabiliser les approvisionnements. Là où l'irrégularité dominait, une continuité s'installe. Ces récits précoces révèlent un point commun. Quand le temps et le coût cessent d'être des obstacles permanents, l'intégration économique devient praticable, pas seulement souhaitable. Le déclenchement ne prend pas la forme d'une annonce spectaculaire, mais d'une accumulation de signaux faibles devenus impossibles à ignorer. Avant 2025, les alertes se multiplient dans les banques centrales africaines. Les frais de compensation augmentent après la pandémie. Les délais s'allongent. Les entreprises signalent des perturbations répétées sans solution structurelle à portée immédiate. À mesure que ces contraintes s'installent, une prise de conscience progresse. La dépendance opérationnelle aux circuits extérieurs n'est plus seulement coûteuse, elle devient un risque systémique. Le commerce régional fonctionne, mais au prix d'une fragilité croissante. Vient alors la phase de montée en puissance, largement invisible pour le public. Des réunions techniques s'ouvrent au Caire, à Lagos, à Accra. Gouverneurs de banques centrales, ingénieurs financiers et régulateurs examinent les rails de paiement existants, les couches de règlement et les passerelles numériques possibles. À chaque session, le même constat revient, formulé avec des mots différents. L'Afrique finance ses propres échanges via des routes qu'elle ne contrôle pas. Cette répétition accélère la coordination. Des groupes de travail se structurent. Les premières briques d'une architecture commune apparaissent, ligne de code après ligne de code, test après test. Le point culminant intervient sans fanfare en juin 2025. 19 pays activent simultanément le réseau. Les premiers paiements tests traversent l'infrastructure en temps réel, sans conversion forcée et sans visibilité extérieure. Dans plusieurs salles de contrôle, les tableaux de bord s'actualisent en continu. Chaque confirmation de transaction agit comme une validation collective. Le système fonctionne, il est rapide et surtout il est maîtrisé localement. À cet instant précis, le projet bascule du concept à la capacité réelle. Ce qui relevait d'un pari technique devient un fait opérationnel. Les répliques apparaissent presque immédiatement. Des banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal signalent une hausse des volumes internes. Des commerçants transfrontaliers testent le réseau sur des opérations réelles. Au-delà des pilotes, les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent car l'attente disparaît. Les petites entreprises, auparavant freinées par les coûts et l'incertitude, entrent dans le jeu. L'abstraction technique se transforme en pratique économique quotidienne, modifiant des comportements ancrés de longue date. C'est également à ce stade que la dimension politique s'invite plus nettement dans l'analyse. Dans les débats publics, certains observateurs rapprochent ce geste technique des discours sur l'autonomie africaine portés par des figures comme Ibrahim Traoré. Non parce qu'il serait à l'origine du système, mais parce que son nom symbolise une question désormais concrète. Que se passe-t-il lorsqu'un continent réduit une dépendance héritée et en mesure immédiatement les effets ? La séquence devient alors lisible, un déclencheur économique, une montée technique silencieuse, puis des répliques visibles sur le terrain. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le réseau existe, mais quelles ondes il va continuer de produire. Avant l'activation du nouveau réseau, le coût moyen d'une transaction intra-africaine se situait à un niveau structurellement élevé, absorbant une part importante de la valeur échangée. Après la mise en service des premiers corridors, le contraste devient net. Dans les zones pilotes, ce coût passe d'environ 15% à moins de 3%. Cette chute n'est pas progressive ni conjoncturelle. Elle est immédiate et structurelle, car elle résulte d'un changement de route, pas d'une négociation marginale sur les tarifs existants. Ce premier indicateur mérite d'être interprété. Lorsque les frais représentaient une telle proportion, chaque échange régional intégrait une pénalité invisible. Les entreprises compensèrent par des prix plus élevés, des volumes plus faibles ou une exposition accrue aux fluctuations monétaires pendant la phase de règlement. En réduisant cette ponction, le système libère une valeur qui restait auparavant captée par des intermédiaires extérieurs. L'argent ne change donc pas seulement de chemin, il change de destination finale, restant plus longtemps dans l'écosystème local. Le second indicateur concerne le temps, longtemps négligé, car difficile à monétiser directement.
Dans l'ancien modèle, les règlements prenaient plusieurs jours avant d'être définitivement confirmés. Cette inertie immobilisait du capital opérationnel, fragilisait les chaînes d'approvisionnement et compliquait la planification. Avec le nouveau réseau, la confirmation devient quasi instantanée. Le gain n'est pas seulement une question de confort, il transforme la gestion de trésorerie. Les entreprises peuvent enchaîner les opérations sans rupture, ajuster leur stock avec davantage de précision et réduire la marge de sécurité qu'elles devaient auparavant intégrer par précaution. Le troisième indicateur est moins visible, mais tout aussi déterminant. La souveraineté informationnelle. Dans l'architecture précédente, chaque transaction laissait une trace traitée hors du continent. Cette situation créait une asymétrie durable entre ceux qui produisaient les flux et ceux qui les observaient. Désormais, les données sont traitées par des institutions africaines. Cette relocalisation modifie la capacité d'analyse des banques centrales, qui peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs instruments avec une granularité nouvelle. La donnée cesse d'être un sous-produit passif et devient un levier actif de pilotage. Pris ensemble, ces trois indicateurs racontent la même histoire. Les coûts chutent fortement, le temps cesse d'être un obstacle permanent et la visibilité revient du côté des acteurs locaux. Il ne s'agit pas d'une optimisation marginale mais d'un renversement de logique. La valeur circule plus vite, reste plus longtemps dans l'espace régional et est observée par ceux qui en dépendent directement. C'est à ce stade que les discours sur l'autonomie économique, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un ancrage mesurable. La souveraineté ne repose plus uniquement sur des déclarations politiques, mais sur des métriques observables et reproductibles. La question centrale se précise alors. Ces gains quantifiés suffisent-ils à modifier durablement les équilibres établis ou ne sont-ils qu'un avantage transitoire avant une recomposition plus large ? Deux interprétations cohérentes s'affrontent autour du nouveau réseau, chacune reposant sur une logique interne solide. La première, défendue par des économistes attachés à la stabilité monétaire globale, considère l'initiative comme une modernisation technique nécessaire, mais fondamentalement limitée. Selon cette lecture, tant que les réserves des banques centrales africaines restent majoritairement libellées en devises dominantes, l'autonomie restera partielle. Les chocs externes continueront d'influencer les équilibres locaux et l'intégration régionale ne pourra pas s'affranchir complètement des cycles financiers mondiaux. Réduire les frictions opérationnelles ne suffirait donc pas à transformer une dépendance structurelle héritée. La seconde lecture adopte une perspective inverse. Pour ses partisans, la souveraineté économique ne se conquiert pas par une rupture spectaculaire, mais par l'accumulation d'infrastructures capables d'ancrer la valeur à l'intérieur des frontières. Dans cette optique, la capacité à régler des transactions sans passer par des institutions extérieures constitue déjà un changement de régime. Chaque paiement instantané, chaque corridor activé renforce un espace commercial plus cohérent et plus résilient. L'objectif n'est pas d'éliminer immédiatement les devises dominantes, mais de réduire progressivement leur rôle opérationnel au quotidien. Pris isolément, ces deux arguments tiennent. La prudence rappelle des contraintes réelles. L'ambition souligne une dynamique cumulative crédible. Ce qui les départage, ce sont les premiers résultats observables. La baisse marquée des frais dans les corridors pilotes, la disparition des délais et l'amélioration de la trésorerie des entreprises ne relèvent pas de projections théoriques. Elles produisent déjà des effets mesurables sur les comportements économiques. Les petites et moyennes entreprises élargissent leurs échanges régionaux. Les banques locales augmentent les volumes internes. Les chaînes d'approvisionnement gagnent en continuité. Ces faits ne font pas disparaître les risques structurels, mais ils fragilisent l'idée d'un impact marginal. Ils montrent qu'une infrastructure peut modifier les incitations avant même de transformer les équilibres globaux. Dans ce contexte, les discours sur l'autonomie, souvent incarnés dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré, cessent d'être purement déclaratifs. Ils s'appuient désormais sur des mécanismes observables, dont les effets s'additionnent dans le temps. La question n'est donc plus de choisir entre prudence et ambition, mais de comprendre jusqu'où cette dynamique cumulative peut aller.
Ce basculement ne tient pas à une nouvelle fonctionnalité spectaculaire, mais à un effet longtemps sous-estimé. Lorsque la valeur circule sans détour extérieur, ce ne sont pas seulement les coûts qui baissent, c'est la lecture même du système qui se transforme. Les autorités monétaires observent désormais les flux là où ils naissent, et non après filtrage par des infrastructures lointaines. Cette inversion paraît abstraite, pourtant elle modifie la capacité d'anticipation, de coordination et de décision. Un exemple éclaire ce déplacement. Une transaction multinationale de matières premières, réglée intégralement en monnaie locale via le nouveau réseau, franchit un seuil symbolique. Elle prouve que l'infrastructure n'est plus cantonnée aux tests ni aux petits volumes. À cet instant, le système cesse d'être perçu comme un outil régional expérimental et devient un précédent opérationnel. Le commerce stratégique peut lui aussi s'affranchir des circuits habituels. À partir de là, l'équilibre informationnel se réorganise, les acteurs extérieurs ne perdent pas seulement des frais, ils perdent une part de la visibilité qui accompagnait leur rôle central. Cette perte n'est ni brutale ni conflictuelle, mais cumulative. Chaque transaction locale renforce l'autonomie d'analyse du continent. Dans les débats publics, le nom d'Ibrahim Traoré revient alors comme un symbole, non pour une implication directe, mais parce qu'il incarne une idée désormais tangible. La souveraineté ne se limite pas au discours, elle s'exerce par des architectures concrètes. Les effets du nouveau réseau ne restent pas confinés aux infrastructures financières. Ils se déploient déjà sur 4 niveaux distincts, chacun révélant une transformation qui dépasse les seuls flux monétaires et modifie des comportements établis. Pour les États, l'impact le plus immédiat concerne la stabilisation opérationnelle. En réduisant l'exposition quotidienne aux fluctuations des devises dominantes, plusieurs banques centrales disposent d'une marge d'ajustement accrue. La politique monétaire gagne en finesse car les données transactionnelles sont désormais complètes et traitées localement. Cette visibilité permet d'anticiper plutôt les tensions de liquidité et d'ajuster les instruments sans dépendre de signaux externes retardés. Dans ce contexte, les débats sur la souveraineté, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, trouvent un socle technique crédible, fondé sur des capacités réelles plutôt que sur des intentions. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes, la transformation est tangible. Les règlements quasi instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles, car les frais ne varient plus fortement pendant la fenêtre de règlement. Cette stabilité favorise l'expansion vers de nouveaux marchés proches, notamment dans l'agroalimentaire, le textile et la logistique. Des secteurs auparavant marginalisés par les coûts retrouvent une viabilité économique, et les corridors commerciaux gagnent en densité. Du côté des populations, les effets sont plus diffus mais cumulatifs. La baisse des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent l'inclusion financière. Les travailleurs migrants et les commerçants informels, dont les marges reposaient sur chaque unité économisée, bénéficient directement de cette réduction des frictions. Les plateformes de paiement de détail, connectées au réseau, deviennent des outils du quotidien. L'argent circule plus vite, ce qui renforce la résilience des ménages face aux chocs et améliore l'accès à des services financiers auparavant inabordables. À l'échelle régionale et internationale, l'effet est stratégique. Les acteurs financiers extérieurs constatent une diminution progressive de leur visibilité sur les flux intra-africains. Cette évolution les incite à ajuster leurs offres et à réduire certains frais pour rester compétitifs. Parallèlement, d'autres régions du Sud global observent l'expérience africaine comme un laboratoire. L'idée qu'un continent puisse régler ses échanges sans centre unique de validation modifie la perception des rapports de force. L'Afrique gagne en crédibilité, non par confrontation, mais par démonstration. Pris ensemble, ces impacts montrent que l'infrastructure agit comme un multiplicateur. Elle ne crée pas la valeur à elle seule, mais elle change la manière dont elle est conservée, observée et redistribuée. C'est à ce niveau concret que les discours sur l'autonomie, portés par des voix comme celle d'Ibrahim Traoré, prennent tout leur sens opérationnel. Les 12 prochains mois constituent une zone charnière où les effets observés devront se consolider face aux inerties institutionnelles et aux pressions externes.
3 trajectoires plausibles émergent, chacune révélant un équilibre différent entre vitesse d'adoption, coordination régionale et réaction de l'environnement financier global. Dans un scénario de base, le réseau étend progressivement ses corridors là où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées. Les pays membres harmonisent leurs protocoles, les banques locales améliorent les interfaces à destination des PME et les volumes augmentent de façon régulière sans emballement. Les acteurs internationaux observent et ajustent leurs offres, réduisant certaines frictions pour rester compétitifs. Le changement est discret mais durable. La dépendance quotidienne diminue sans rupture ouverte. La crédibilité se construit transaction après transaction et l'effet cumulatif devient le principal moteur. Dans un scénario optimiste, l'effet de réseau s'amplifie plus rapidement. De nouveaux États rejoignent la plateforme, synchronisant leur système et élargissant les corridors stratégiques. Les coûts réduits et la rapidité attirent des investissements régionaux, tandis que certaines organisations multilatérales soutiennent l'initiative comme démonstration de résilience. Des standards opérationnels émergent et deviennent exportables. Le commerce intra-africain gagne en densité et l'infrastructure commence à produire des rendements croissants. Chaque nouvel entrant augmente la valeur du système pour l'ensemble des participants. Dans un scénario défavorable, la montée en puissance suscite des réactions plus marquées. Des offres concurrentes subventionnées, des contraintes réglementaires ou des frictions technologiques ralentissent l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines capacités institutionnelles peinent à suivre, générant des interruptions temporaires et des retards de coordination. Le progrès se fait par à-coups, alternant avancée et pause. Le réseau survit, mais sa trajectoire devient moins lisible à court terme. Ces scénarios ne s'excluent pas mutuellement. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La grille de lecture la plus utile n'est donc pas la prédiction, mais la surveillance des signaux faibles, cohérence des protocoles, continuité de service et élargissement réel des usages. Une recommandation s'impose alors, suivre la qualité de l'exécution plutôt que la vitesse d'expansion, car c'est elle qui déterminera la trajectoire durable. À ce stade, la transformation cesse d'être un sujet réservé aux institutions ou aux analystes. Elle commence à toucher différemment chaque groupe selon sa position, ses contraintes quotidiennes et son horizon de décision. Comprendre ces résonances permet de mesurer ce qui change réellement dans la vie économique ordinaire, au-delà des indicateurs agrégés. Pour les acteurs institutionnels, administration, banque centrale, régulateurs, l'effet principal réside dans la qualité de l'information. Disposer de données locales, continues et non filtrées améliore la prise de décision. Les tensions de liquidité sont détectées plus tôt, les instruments peuvent être ajustés avec davantage de précision et les interventions gagnent en crédibilité. Une démarche utile consiste à suivre régulièrement les flux régionaux plutôt que de se fier à des signaux externes retardés afin d'anticiper plutôt que de corriger dans l'urgence. Pour les entrepreneurs et entreprises, l'impact est plus immédiat. Les règlements rapides réduisent l'incertitude et libèrent du capital auparavant immobilisé. Tester un nouveau corridor commercial devient moins risqué car les coûts sont plus prévisibles et les délais maîtrisés. Une approche pragmatique consiste à observer où la baisse des frictions transforme soudain un marché marginal en opportunité viable, puis à ajuster progressivement les volumes sans surexposition. Pour le grand public, les effets sont souvent indirects mais cumulatifs. La fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliore l'inclusion financière et renforce la résilience des ménages face aux chocs. Les plateformes locales gagnent en importance comme point d'entrée vers des services auparavant inaccessibles. S'informer sur ces outils permet de relier des usages quotidiens à des dynamiques économiques plus larges. Ces 3 niveaux montrent une même réalité. Le système ne change pas tout d'un coup, mais il déplace progressivement les repères. L'adaptation passe par l'attention au flux, aux délais et aux signaux faibles qui dessinent l'économie de demain. Passer d'une innovation fonctionnelle à une architecture durable exige une feuille de route lisible, partagée et mesurable. La première étape concerne le renforcement des capacités techniques des banques centrales.
Il s'agit de consolider les nœuds de synchronisation, d'assurer la continuité de service et de réduire les interruptions à un niveau résiduel. Le critère de réussite est clair, une stabilité opérationnelle observée trimestre après trimestre avec des délais de règlement constants. La deuxième étape porte sur l'extension ciblée des corridors prioritaires. Les gouvernements et régulateurs identifient des secteurs où la baisse des coûts a un effet multiplicateur immédiat, comme l'agroalimentaire, l'énergie ou la logistique régionale. Là, l'objectif n'est pas l'expansion maximale, mais la cohérence. Augmenter régulièrement les volumes réglés localement sans fragiliser l'infrastructure par une croissance mal coordonnée. La troisième étape vise l'intégration des plateformes de détail. Pour que les PME et les particuliers utilisent le réseau sans friction, les interfaces doivent être harmonisées et fiables. Le succès se mesure par l'adoption réelle, tant de règlements perçus comme un avantage concret, baisse des litiges et continuité des usages au quotidien. Vient ensuite la gouvernance et la cybersécurité. Des protocoles communs de surveillance, d'audit et de réponse aux incidents sont indispensables pour maintenir la confiance. Les indicateurs clés portent sur la rapidité de résolution et la transparence des processus, plutôt que sur l'absence illusoire de tout incident. Enfin, la valorisation des données locales complète l'ensemble. Les informations transactionnelles doivent guider les politiques publiques et nourrir les débats sur l'autonomie économique, souvent incarnée dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré. À ce stade, la souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient mesurable, pilotable et perfectible. Revenir aux premiers faits témoins du changement permet d'en saisir la portée humaine. Le négociant de café, autrefois suspendu à des délais imprévisibles, observe aujourd'hui ces règlements se confirmer presque instantanément. Ce geste banal, répété semaine après semaine, incarne un basculement que les graphiques traduisent imparfaitement. Le temps, longtemps subi, redevient maîtrisable, et avec lui une forme de confiance perdue. Ce détail individuel rejoint une dynamique collective plus large. Lorsque les acteurs économiques n'attendent plus, ils planifient autrement. Lorsqu'ils planifient, ils investissent avec davantage de visibilité. Et lorsqu'ils investissent, les échanges cessent d'être défensifs pour devenir constructifs. Cette chaîne silencieuse explique pourquoi une infrastructure technique peut produire un effet émotionnel durable. Elle redonne une prise sur l'avenir immédiat. Dans l'espace public, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré résonnent parce qu'elles mettent des mots sur ce que ces pratiques quotidiennes révèlent. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce. Elle s'inscrit dans des routines, des outils et des choix collectifs qui, mis bout à bout, déplacent progressivement les lignes. Une phrase s'impose alors, simple et directe. Reprendre le contrôle du temps, c'est déjà reprendre une part du pouvoir. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une architecture technique, ni d'en faire un symbole figé. Il consiste à la défendre, à l'ajuster et à l'habiter dans la durée. Une infrastructure silencieuse ne produit ses effets que si elle est comprise, utilisée et améliorée collectivement. C'est là que la responsabilité se diffuse, au-delà des institutions, vers l'ensemble des acteurs concernés. Pour les observateurs, suivre l'évolution des corridors et des usages permet de distinguer les tendances réelles du bruit conjoncturel. Pour les praticiens, partager les retours d'expérience contribue à renforcer la cohérence du système et à accélérer l'apprentissage collectif. Pour les citoyens, s'informer sur les mécanismes qui gouvernent la circulation de la valeur aide à relier des choix quotidiens à des dynamiques plus larges, souvent invisibles. Cette transition rappelle une idée simple. Les routes financières façonnent les relations autant que les routes physiques. Lorsqu'elles changent, les équilibres suivent. Dans ce contexte, les interrogations portées dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré trouvent un terrain concret d'observation. Selon vous, comment cette nouvelle manière de faire circuler la valeur pourrait-elle transformer durablement les relations économiques du continent dans les années à venir ?